C'est l'heure du face-à-face entre Pablo Pillo-Vivien de la revue Regard et Dominique de Montvalon, éditorialiste politique. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, après que la gauche et les syndicats se soient dressés, Sébastien Lecornu a renoncé à l'extension des autorisations de travailler le 1er mai. Il renvoie le sujet en 2027. Ce n'est pas le genre du Premier ministre d'appuyer sur pause. Est-ce que parce qu'il y a déjà trop d'urticants en ce moment ? Qu'il y ait beaucoup d'urticants, ça c'est, j'aime bien votre mot, et ça c'est une évidence. Mais donc je confirme. Mais je pense que le problème, c'est que c'était devenu un élément de crispation politique très sérieux. Et qu'aurait-on dit si un clash au-delà s'était produit entre le gouvernement, la gauche, la droite, etc., à partir d'un sujet pareil? C'est pas un sujet dérisoire, c'est pas un sujet qui mérite, c'est un sujet qui mérite la pause. Voilà. Ouais. Mais même si, à titre personnel, je trouve absolument monumental qu'on se querelle pour savoir si certains boulangers, c'est notamment ça dont il s'agit, continueraient à avoir le droit ou pas le droit d'ouvrir le 1er mai. Bon, écoutez, un peu de liberté, ça nous ferait du bien. Pablo, alors votre avis, et puis surtout avec une question en dessous, était-il nécessaire de toucher à ce symbole social qui remonte à, je crois, 1889, résultat d'une conquête acquise de haute lutte, qui d'ailleurs avait tué des manifestants. Voilà. Est-ce que ça va dans le sens de l'histoire, on va dire, d'évoluer ou de marquer, de garder ce symbole historique? Moi, je pense que c'était une manœuvre purement politicienne de la part de Gabriel Attal pour continuer d'exister dans le débat médiatique ambiant. Résultat, il a assez bien réussi. Hein. On a parlé de lui, on a parlé de cette proposition de loi qu'il portait. Que ça soit pertinent, je ne le pense absolument pas. Et d'ailleurs, dans sa sagesse, je pense, le Premier ministre Sébastien Lecornu, en fait, ce qu'il a dit, ce qu'il a exprimé en fait en mettant sur pause cette proposition de loi, c'est de dire effectivement il y a le Parlement, parce qu'en fait au Parlement quand on regarde, il pouvait y avoir éventuellement une majorité de députés qui étaient en faveur de la suppression du 1er mai comme jour férié. En revanche, ce qu'a dit Sébastien Lecornu en mettant sur pause, c'est il n'y a pas uniquement le Parlement pour faire la République, pour faire la démocratie française. Il y a aussi les syndicats. Et c'est un gros problème si, à 1 an des présidentielles, Sébastien Lecornu commence à se mettre à dos toutes les centrales syndicales, à savoir notamment les deux plus grosses, la CFDT et la CGT. Il s'est imaginé en fait repartir avec des espèces de cortèges pendant tout le printemps et tout l'été. Il s'est pas imaginé ça longtemps, parce qu'effectivement... Non mais c'est insupportable. Je te soutiens dans le cas précis à 110%. On ne pouvait pas s'offrir le luxe entre Français et dans le monde politique, syndicats, partis, d'un conflit qui nous aurait déchiré ou en tout cas fait du mal à partir d'un thème comme celui-là. Et nonobstant le fait qu'il y avait peut-être une majorité à l'Assemblée nationale, c'est important parce que c'est comme ça en fait que le vivent les députés, notamment autour de Gabriel Attal, qui se sentent floués. Enfin, vous avez et alors avec des mots, genre mais d'une virulence. Le député Carl Olive, qui est un proche de Gabriel Attal, enfin en tout cas qui est dans son entourage, a dit vous nous avez pissé dessus. En parlant de Sébastien Lecornu et du gouvernement et de la volonté du gouvernement. Donc là, ça a créé des remous à l'intérieur de la Macronie, parce que ce que l'on voit, c'est que s'organisent des écuries présidentielles dans la Macronie, ce qu'il en reste, que ça soit à l'intérieur de Renaissance autour de Gabriel Attal ou à l'extérieur avec Horizon, etc. et les autres petites maisonnettes qui se sont créées depuis 2017. Et tout ça est en fait en train de se structurer, et là, il est fort à parier que d'ici 2027, au moins pendant 6 mois, ils vont essayer de créer tout et n'importe quoi pour créer du clivage. Pour montrer, Gabriel Attal, il dit, comme ça, moi, j'existe tout seul, et puis je montre que je suis différent du gouvernement de Sébastien Lecornu, qui serait à la botte d'Emmanuel Macron. Et il marque sa différence comme ça. Parce que le bilan, il en est comptable d'Emmanuel Macron, tout comme l'est d'ailleurs Édouard Philippe. Absolument. Donc ils vont tous essayer de se débarrasser en quelque sorte du bilan d'Emmanuel Macron. Et là, ce que décrit Pablo est assez juste. On voit même, pour revenir à cette affaire du 1er mai, que même Yael
Braun Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. Alors elle est furieuse, mais pour une autre raison, c'est elle voulait que ce texte soit débattu. Et elle dit, voilà, le gouvernement n'a pas de courage, le Parlement en a. Donc, oui. Alors la droite, évidemment, et elle vend debout aussi contre parce que le fait que Sébastien Lecornu appuie sur pause. Le camarade Premier ministre a le droit de ne pas vouloir être suicidaire. Si une proposition comme celle-là, qui intéresse et qui séduit même une partie des Français et des députés, peut-être, sait-on jamais, virtuellement, ça aurait pu être une petite majorité au sein de l'Assemblée nationale. Mais si ça doit amener des conflits, des règlements de compte, des rivalités, dans la perspective qui est dans toutes les têtes de l'élection présidentielle, franchement, ça aurait été dérisoire. Moi, j'aime bien, puisque la présidente de l'Assemblée nationale l'a un peu flingué. Moi, j'aime bien saluer au passage le Premier ministre, dont je trouve que dans des conditions invraisemblables, je parle globalement, depuis qu'il est en charge, il se débrouille bien. Il sait dire non, il sait dire oui, et a priori, il ne sera pas candidat à l'élection présidentielle. Il y aura d'autres séquences comme celle-là. Bah voilà, c'est comme ça. On n'est pas non plus obligé de dire oui à la première proposition venue, même si elle est éventuellement intéressante. Je la juge intéressante, mais voilà, point final. Moi, je suis un citoyen, c'est tout. Et finalement, pour reprendre votre expression, tout le monde rentre un peu dans sa maisonnette. C'est-à-dire que le Parti socialiste avait fait quelques embardées pour soutenir et pour obtenir, arracher la réforme des retraites, en tout cas pour éloigner sa mise en œuvre pendant quelques temps. Et là, on a vu se recréer en quelque sorte, avec la France insoumise et les socialistes qui se sont dit à un moment, écoutez, si vous votez, si le gouvernement passe en force sur le 1er mai, nous, on pourra éventuellement s'associer à la motion de censure. Donc on voit finalement les équilibres se refaire et les échappées belles, voilà, ce n'était que des parenthèses. Alors, c'est pas... Je sais pas, je vous pose la question. Oui, vous appelez ça des échappées belles. Moi, je pense que c'était... typiquement le PS... oui, mais ce qui s'est passé avec le PS, quand le PS a commencé à, entre guillemets, dealer avec le gouvernement, c'était sur une question qui était très spécifique, qui était la question du budget. Et les socialistes ont décidé, ils ont été les seuls à gauche à faire ainsi, qu'il valait mieux avoir un budget, même si le budget n'était pas super, arracher quelques trucs dans ce budget, plutôt que de voter la censure et de dire « nous ne voulons pas du tout de votre budget ». C'est un choix qu'ils avaient fait qui était lié à un contexte très particulier. Aujourd'hui, on est dans un autre contexte. Là, cette loi, elle est purement idéologique. La proposition de loi de Gabriel Attal sur le 1er mai, elle est purement idéologique. Voilà. Elle n'est pas majeure. Et donc là, effectivement, ils peuvent retrouver... En plus, ils sont dans un moment, le Parti socialiste, où ils essayent de se constituer un corpus idéologique et de construire un projet pour la présidentielle 2027. Puisque maintenant, vous en avez... Il y a peut-être une majorité de socialistes qui pensent que oui, ils peuvent aller à la présidentielle et ils peuvent prétendre à gouverner la France l'année prochaine. Il commence à donner, là, j'ai vu que Chloé Ridel qui est en charge du projet au Parti Socialiste, a fait une liste de propositions fortes, phares et centrales pour porter une candidature socialiste à l'élection présidentielle. Donc, ils essayent de faire ça. Ils peuvent pas se dire, genre, un an avant la présidentielle, un parti de gauche, oh bon, bah tiens, le 1er mai, si on abandonnait le caractère férié. Merci pour Chloé Ridel, mais moi, je permettrais devant toi, et je pense avec ton accord, de citer quand même en majesté à la une de Marianne, le camarade François Hollande, qui, comme c'était prévisible, est en train de plus en plus de s'activer, d'agir, etc. Et de faire en sorte... Il se prépare. Sait-on jamais, hein, sait-on jamais. Qu'il puisse apparaître comme un élément un personnage fédérateur. Donc effectivement, à droite comme à gauche, comme tu dis, il y a à la fois le choix immédiat qui doit être fait, est-ce que c'est une bonne mesure, une bonne idée, etc. Ensuite, deuxième temps, les arrière-pensées de ceux qui proposent ça, et fondamentalement, attention, il faut que le jour venu, face aux électeurs, tout ça s'inscrive dans une cohérence de gauche ou cohérence de droite.
Si je peux rendre à César ce qui appartient à César, François Hollande, ça fait... Là, il publie, alors il est sur Substack, qui est c'est un truc où tu peux publier des newsletters, etc. Et donc, depuis quelques semaines, François Hollande s'est inscrit sur Substack et publie des notes, il en a publié 3 ou 4, qui sont fort intéressantes et qui le placent effectivement à un certain niveau dans la présidentielle. Et je le compare à Gabriel Attal, qui fait sa loi de scrogneux pour essayer de diviser la Macronie sur le 1er mai et où ils vont enlever le caractère férié. François Hollande, c'est pas ma tasse de thé, mais il propose un cap, il propose des éléments en fait conceptuels pour essayer de penser la France et de faire une proposition de candidature, notamment axée autour de la dignité. Voilà, c'est sa proposition. Il dit... et c'est en accès libre, ça? C'est en accès libre, vous pouvez y avoir accès, Substack, François Hollande. Substack, et il a déjà publié acheter Marianne, je ne travaille pas à Marianne. Exactement. Oui. Maintenant, alors, j'ai pas encore lu l'interview de Marianne. Mais j'apprécie la façon dont Pablo parle de François Hollande et en tant que leader potentiel possible du courant socialiste, parce que c'est nouveau. Il n'y a pas si longtemps, cher Pablo, je ne cherche pas, on peut dire la même chose pour moi sur d'autres terrains, mais tu les renvoyais très loin en y croyant, en ne leur donnant pas la moindre chance de... Eh bien, force, mais moi ça m'emballe pas. Mais Hollande, il parlait de la social-démocratie. En gros, c'est possible. Non, parce que la social-démocratie reprend du service. Du poil de la bête. Mais non, parce que c'est vrai qu'on parle, on arrive souvent dans notre débat à la social-démocratie. Parce qu'en fait, la question de la place de la social-démocratie, de ce qu'est la social-démocratie, qui a été un pivot quand même pendant au moins 30 ans dans l'histoire de la France. Ça continuera d'une façon ou d'une autre. Exactement. Et donc, il y a une question, c'est est-ce que, par exemple, la Macronie, ce qui a dominé la France pendant 10 ans, enfin, je veux dire, avec Emmanuel Macron à la présidence de la République, est-ce que ça peut se muter, en fait, en social-démocratie? Aujourd'hui, on voit qu'il y a des ponts qui ont été faits. Vous avez parlé tout à l'heure du vote du budget l'année dernière. Il y a des deals, il y a des machins. Il y a la moitié, en fait, des membres importants, des cadres d'En Marche et proches de Macron qui ont été avant au Parti socialiste. Donc il y a des liens en fait très forts entre le Parti socialiste et la Macronie. Est-ce que comme la Macronie a été une espèce de conséquence d'héritier du Parti socialiste François Hollande au pouvoir, est-ce que le Parti socialiste pourra être aussi l'héritier de la Macronie dont il était élu? Est-ce que ça c'est possible? Le principe de la résilience, je ne sais pas. On revient toujours à son état naturel. Moi je fais toute réserve sur l'utilisation répétée par Pablo de l'expression la Macronie, parce que c'est un incertain et flou, mais que beaucoup de ceux qui à un moment ont adhéré à Macron, à sa démarche, avec des hauts et des bas, et l'auront suivi pendant 2 mandats, cherchent aujourd'hui un point d'atterrissage différent. Enfin, l'expression est un peu familière, pardon. C'est une évidence. Et ça démontre bien. Moi, je suis amusé, mais c'est de la taquinerie. De la façon dont tu en parles, ça montre bien que la Macronie, alors là je reprendrai le mot, n'est pas composée uniquement, et loin s'en faut, de gens de droite, voire d'hyper-droite, comme c'était le discours il n'y a pas si longtemps. Et oui, tout le monde va se reclasser, retrouver peut-être son nid d'origine, son lieu d'origine, son lieu de naissance d'origine, ou quelque chose d'autre. Mais il faut, d'un côté comme de l'autre, qu'il y ait du sens, qu'il y ait du poids. Il faut un projet, bon, disons ça comme ça, enfin je dirais ça comme ça, il faut un projet à droite comme à gauche. C'est intéressant. Mais pour revenir au Parti socialiste, si effectivement François Hollande se présente, il dit dans cette une qu'il se prépare, donc il y a une forte envie d'y retourner, si je puis dire. Est-ce que Parti socialiste, ça va, comme on dit, passer comme une lettre à la poste? Parce qu'il y a des candidats, Olivier Faure a envie d'y aller, il ne s'est pas déclaré. Mais est-ce que, dans le fond, ceux qui ont fait tomber François Hollande à l'époque, qui étaient les frondeurs, ils sont encore quelque part au Parti socialiste? Est-ce qu'il ne va pas avoir un tir de barrage d'une partie de la gauche? Ce ne sera pas la longue échappée dans le sable, tranquille. Non, mais il y aura à l'élection présidentielle 2027 une candidature social-démocrate. La question de savoir qui incarnera cette candidature... Mais au nom du PS, donc. Alors... Au nom du PS, oui, mais le PS fera un choix. Et de quelques voilà, parce que ça s'appelle Raphaël Glucksmann, cette candidature social-démocrate. Il n'est pas au Parti socialiste, mais ils peuvent se ranger derrière Raphaël Glucksmann et décider que c'est lui le candidat. Aujourd'hui, vous voyez, on nous parle de déjeuner et de dîner avec assez
pas hétéroclites, mais des gens qui viennent de partis différents, à la fois Yannick Jadot pour Europe Écologie Les Verts, des gens du Parti Socialiste comme Boris Vallaud et d'autres, et puis Raphaël Glucksmann. Donc vous avez un Alors à espèce droite, il y a les d'archéopage. déjeuners aussi, à l'extrême droite, entre Oui, voilà. Marine Le Pen Et des et patrons. Bernard Arnault. Voilà, et des patrons. Mais non, mais il y a ça s'organise. Oui, Mais oui. vous avez tout à fait raison de le mentionner en pendant. C'est-à-dire que les dynamiques, en fait, sont en marche. Les personnalités cherchent, en fait, comment incarner le courant qu'ils veulent. Qu'ils veulent. Et ce que je remarque, c'est que cette candidature social-démocrate, admettons qu'elle aille de Yannick Jadot jusqu'à Raphaël Glucksmann, en passant par tout parti du PS. Sur quoi est-ce qu'elle se positionne? Elle dit qu'elle est anti-mélenchoniste. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire quand elle est anti-mélenchoniste? C'est-à-dire qu'elle ne veut pas être la gauche de rupture. Elle veut être la gauche d'adaptation. Elle veut être la gauche qui dit, bon, bah, il y avait Emmanuel Macron. La social-démocratie veut être social-démocrate. Oui, exactement. Non, mais tu as tout à fait raison. Tu fais la Et donc, définition elle de la dit- social-démocratie. oui, mais par rapport, en fait, à C'est pas 10 ans de gouvernement de macronisme, elle dit, bon, bah, nous, on va proposer une nuance de ça. On va avancer avec un peu plus de social, un peu plus d'écologie, un peu plus de... je sais Vous pas dites quoi. que est-ce qu'on peut dire que la gauche, le PS n'a jamais fait son Bad Godesberg, hein, qui est ce que les Allemands ont fait, Il l'a c'est-à-dire la jamais fait rupture avec officiellement, le Mais marxisme. de facto, dans l'exercice du pouvoir, il l'a fait. Oui. Même dès mais- l'époque où Mitterrand a préféré Delors à Chevènement Exactement. pour la conduite de la Ouais. politique économique, c'était... Mais bon, il n'était pas question de se lancer dans des querelles sémantiques pourtant importantes, hein, en disant à notre tour, nous avouons que nous n'aurions pas dû faire ceci, cela, et leur Bad Godesberg, selon l'expression empruntée à nos amis allemands. Après, Mais en ils l'ont fait, 2017, il faut quand même voir, après 5 ans de François Hollande, Jean-Luc Mélenchon a écrasé le game au premier tour des élections présidentielles. Et c'est ça qui leur a mis la puce à l'oreille, qui a mis la puce à l'oreille à Olivier Faure, qui s'est dit, oulala, en fait, il faut que je sois de gauche pour pouvoir appartenir à la gauche. Et donc, pas aller vers le blairisme ou je ne sais quoi. Pablo, on Tony, aura encore des surprises. Merci beaucoup, merci, c'était passionnant de vous entendre, de vous écouter et à très vite.